Bonjour à toutes et à tous. Alors, la présentation aujourd'hui, on commence par un petit crochet déjà sur les déclarations d'intérêt. C'est pas forcément trop la thématique principale, mais il y en a quelques-uns. Moi, je suis ostéopathe et donc la communication va parler de thérapie manuelle. Donc, c'est quelque chose que je pratique. Un peu plus, oui. Merci, vaut mieux le dire maintenant. Donc comme je disais, oui, la présentation va parler de thérapie manuelle. Moi je suis ostéopathe, donc c'est quelque chose que je pratique. Et il y a deux autres choses à noter. D'une part, donc, je suis en doctorat et c'est financé par IDEO Nantes, qui est une école d'ostéopathie. Et comme vous avez pu le constater aujourd'hui, hier et probablement demain aussi, je suis chargé de mission à l'ANPIS, qui donc organise ce sommet. La thématique aujourd'hui, on va parler de l'apport méthodologique de l'approche pragmatique dans les essais cliniques en thérapie manuelle et en psychothérapie. Donc ça se présente sous la forme d'une revue systématique de la littérature. Et dans ce titre, il y a peut-être un mot notamment sur lequel tout le monde n'est pas forcément au fait, c'est le mot pragmatique. En l'occurrence, un essai pragmatique, c'est quelque chose qui a été mis à jour en 2015. C'est un concept français qui est apparu dans les années 60, qui a été assez discret pendant un certain nombre d'années. Dans les années 2000, il y a un premier outil qui s'appelait Précis, qui a été mis à disposition des chercheurs et des chercheuses. Et en 2015, il y a eu une mise à jour, le Précis 2. Et le but d'un essai pragmatique, c'est de favoriser la prise de décision. Il s'agit de mettre une intervention dans un cadre de vie courante, de vie réelle, avec les problématiques qui peuvent se rencontrer et qui peuvent altérer l'efficacité de l'intervention qui a été décrite. Donc si la personne elle rate un rendez-vous parce qu'elle n'avait pas forcément trop d'argent ou pas de temps ce jour-là, des choses comme ça, comment est-ce que ça impacte l'intervention qu'on cherche à évaluer? Le but des essais pragmatiques, c'est de favoriser la prise de décision avec des interventions qui sont très proches de ce qui peut se faire dans la vie courante, pour que d'une part, les praticiens et les praticiennes puissent s'identifier à ce qui s'est fait dans l'essai clinique, et d'autre part, pour des prises de décision de politique publique, ça peut être une prise en charge, un remboursement ou quelque chose comme ça, eh bien on peut un peu plus facilement se rendre compte de l'impact de l'intervention dans la vie quotidienne. A l'inverse de ça, on retrouve les essais qui sont plutôt explicatifs, où là c'est en général plutôt l'essai clinique qu'on s'imagine assez facilement, avec un environnement qui est vraiment très contrôlé et juste une différence au niveau de l'intervention pour évaluer plutôt son efficacité dans des conditions réelles, donc plutôt efficacy là où, en anglais, là où un essai pragmatique sera plutôt sur de l'effectiveness. Et l'idée ici, donc, c'est d'évaluer plutôt l'efficacité dans des conditions idéales et de favoriser la compréhension des mécanismes de l'intervention. Pour ce faire, donc, on a conduit une revue systématique de la littérature où on a identifié des essais qui se revendiquaient pragmatiques dans le titre ou dans l'abstract, partant du principe que lorsqu'on design un essai pragmatique, c'est fait de façon active et en général les chercheurs et les chercheuses qui le font le revendiquent en thérapie manuelle ou en psychothérapie, et donc ça a été conduit en 2021 et il n'y avait pas spécialement de limite de temps. Il y a 4 bases de données principales qui ont été exploitées, donc Medline via PubMed, Springer Links, ScienceDirect et PubSeq. Il y en a d'autres qui ont été inclus, mais dans lesquels au final il n'y avait que des doublons par rapport à ces 4-là. Donc je me suis permis de ne pas les mentionner ici. La rédaction de ce manuscrit a été faite selon la checklist Prisma, donc normalement vous devriez retrouver toutes les informations pertinentes dans ce texte, en tout cas je l'espère, et normalement c'est bon. Et l'outil principal qui a été utilisé, c'est donc le Précis 2, qui est un outil qui se présente sous la forme d'une roue à 9 domaines. Elle est un petit peu petite ici, si jamais vous la voulez en plus grand, alors soit on en parle, ou alors il y a mon poster sur lequel c'est un petit peu détaillé, et qui se présente donc sous la forme d'une roue avec une cotation qui va de 1, quelque chose de très explicatif, à 5, quelque chose de très pragmatique. C'est ce tableau-là, donc c'est assez simple, il y a des exemples à chaque fois pour chaque domaine et pour les différents niveaux dans l'outil. Je ne rentre pas forcément dans les détails ici, mais on pourra en discuter après si jamais vous le souhaitez. L'idée, c'est de pouvoir identifier justement dans quel domaine un essai est plutôt explicatif, plutôt pragmatique, s'il fait des vagues un petit peu entre les deux ou s'il est assez cohérent dans son approche. On peut se demander pourquoi comparer les psychothérapies aux thérapies manuelles. Il y avait trois grandes raisons. D'une part, les praticiens et praticiennes qui sont impliqués, qui en général sont quand même au fait de ce qu'ils ou elles font et qui sont assez difficiles, voire presque impossibles à aveugler. Notamment,
c'est difficile, voire impossible, que quelqu'un qui fait une manipulation sur une articulation en thérapie manuelle ne soit pas au courant qu'il ou elle est en train de le faire. Et en psychothérapie, souvent, les personnes sont quand même aussi au courant de ce qu'elles font. D'autre part, du côté des patientes et des patients qui reçoivent ces interventions, l'aveuglement est aussi très difficile, voire parfois presque impossible, et notamment sur les thérapies manuelles, il a été identifié quand même que les gens se rendaient compte que des fois, quand on les touche en faisant semblant de faire une intervention, les gens se rendent compte qu'on ne leur prodigue pas un toucher thérapeutique. Donc c'est un petit peu ambivalent, parce que c'est pas toujours le cas, mais d'une manière générale, la tendance qui ressort, c'est que les gens ils se rendent compte de ce qu'on leur fait ou de ce qu'on ne leur fait pas. Et d'autre part, sur les concepts, les constructs qui sont évalués dans ces deux grandes interventions, d'une part dans les psychothérapies, on peut être sur des états mentaux qui sont pas forcément directement psychopathologiques, qui sont un petit peu entre les deux, qui peuvent être parfois difficiles à caractériser, mais sur lesquels il faut quand même pouvoir travailler. Et en thérapie manuelle, le rapport au toucher, sur de la densité, de la sensibilité, sur des mouvements, des appuis, des pressions, des choses comme ça, c'est aussi difficile à caractériser. Bon espoir que ça s'améliore avec le temps, mais ça reste deux choses qui sont assez difficilement décrites parfois. Ce qui est ressorti, c'est cette roue qui compare les deux. Donc en bleu, le score des thérapies manuelles dans les différents domaines, et en rouge, ceux des psychothérapies. Et la première chose qui ressort, c'était un a priori que nous avions avant de commencer, que les deux auraient un profil assez similaire. Et c'est quand même assez le cas entre les deux. Et autre chose qui ressort et qui est plutôt encourageante, c'est que quand bien même c'est pas parfait sur tous les domaines, eh bien le pragmatisme, ou en tout cas une approche pragmatique dans les essais cliniques de ces interventions-là, semble quand même modérément, voire plutôt adapté selon les domaines. Donc c'est quelque chose sur lequel on ne part pas forcément de zéro. C'est possible de faire des essais pragmatiques pour ces interventions-là. Ça ne sera pas forcément toujours absolument idéal, mais il y a quand même une base assez solide sur laquelle s'appuyer pour pouvoir faire des essais qui évaluent plutôt l'effectiveness de l'intervention, donc l'efficacité en vie réelle. Un des domaines sur lequel le score est le plus faible, c'est le follow-up, donc le suivi. Et ça revient du fait, alors il peut y avoir des disparités entre les pays, par exemple, les réglementations ne sont pas les mêmes et la façon de prendre en charge les gens ne sont pas les mêmes selon les pays. Mais en France, par exemple, pour consulter quelqu'un en thérapie manuelle, donc par exemple un ostéopathe ou une ostéopathe, les gens vont dans un cabinet libéral et il n'y a pas forcément énormément de suivi à long terme, de suivi dédié à une consultation et à un motif en tout cas. Ce qui fait que dans les essais cliniques, en général, le suivi il est quand même beaucoup plus poussé pour avoir une vision de l'intervention et de ses effets à 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans ou plus. Ce qui n'est pas fait dans la vie réelle, mais au final, c'est pas forcément un point sur lequel c'est si dramatique de perdre un petit peu en pragmatisme. En tout cas, il y a moyen de discuter de ce score, quoi. Un autre point que je pensais plutôt intéressant à évaluer, c'est le fait de rapporter l'aveuglement ou non dans les études qui ont été intégrées. Donc dans les psychothérapies, en fait dans les deux, il y a quand même des difficultés au niveau du fait de rapporter l'aveuglement. Je me suis concentré sur 4 domaines, les patients et patientes, les praticiens et praticiennes et les personnes qui faisaient l'évaluation, et si jamais c'était précisé, d'autres personnes. Ce qu'on peut voir, c'est que d'une manière générale, les gens ne sont pas aveuglés. Ça dépend pourquoi. En psychothérapie, les gens qui évaluent l'intervention sont souvent des personnes différentes, des personnes qui ont réalisé l'intervention et qui donc étaient en aveugle de savoir si la personne avait reçu une vraie ou une fausse intervention, ce qui est un peu moins le cas en thérapie manuelle. Mais il y a quand même un gros gap, notamment sur les patients, patientes, les praticiens et les praticiennes, où souvent, sur une moitié des cas à peu près, notamment pour les praticiens et praticiennes en psychothérapie, on ne sait pas si les gens, il y a eu une tentative d'aveuglement ou pas. On voit qu'en psychothérapie, il y a un essai qui a estimé en tout cas avoir aveuglé des patients ou des patientes. La façon de faire ça notamment, c'était de ne pas leur dire ce qu'il y avait comme différentes interventions. Donc la personne savait ce qu'elle recevait, mais elle ne savait pas si c'était l'intervention qui était réellement évaluée. Ce qui est une façon un peu pas forcément conventionnelle de se représenter l'aveuglement, mais qui est une façon qui fonctionne, dans une certaine mesure en tout cas. Ce qu'on peut ressortir de tout ça, c'est que donc, le pragmatisme, ça peut être adapté, ça existe déjà, donc il n'y a pas besoin de partir de zéro et de construire quelque chose d'adapté pour les essais en psychothérapie ou en thérapie manuelle. Il faudrait principalement déjà communiquer sur le fait que le pragmatisme existe, comment le mettre en place et quels outils existent pour accompagner les chercheurs et les chercheuses à construire des essais pragmatiques.
Et il faudrait surtout encourager le développement d'essais cliniques qui seraient immédiatement utiles. Donc, d'une part pour les praticiens et les praticiennes, que ces personnes-là se reconnaissent dans ce qui est évalué pour que ces personnes-là puissent aussi intégrer des pratiques qui sont évaluées dans leur pratique courante, ce qui n'est pas toujours le cas, et d'autre part du côté des institutions pour qu'elles puissent plus facilement avoir un regard sur ce qui est fait dans la vie courante avec une description des interventions et qu'elles puissent prendre des décisions, notamment en général concernant l'intégration dans des parcours de soins, des remboursements ou des choses comme ça. La NPIS s'est intéressée à tout ça et dans le développement du NPI modèle, il y a notamment un item, et il y en a un autre à un autre endroit mais j'en ai mis qu'un, qui parle justement de développer des interventions contrôlées qui sont pragmatiques. Et pour pas vous le cacher, j'étais un petit peu aussi derrière tout ça, même s'il n'y a pas que moi qui parle de pragmatisme à la NPIS. Pour aller vers des essais qui sont immédiatement utiles, déjà, on pourrait se concentrer sur les principaux motifs de consultation, sur les thérapies manuelles, notamment ostéopathie, chiropraxie. Les gens consultent en grande majorité pour des douleurs au niveau du dos, des lombalgies, des cervicalgies, des dorsalgies. Et c'est plutôt sur ces motifs-là qu'on pourrait se concentrer pour économiser de l'argent tout de suite et se faire une idée de comment est-ce que la plupart des gens qui nous consultent réagissent aux interventions. Il faut pouvoir programmer une approche pragmatique puisque ça ne se construit pas quand on est la tête dans le guidon en plein milieu de l'essai clinique, donc il faut le programmer avant, donc il faut des gens qui sont au fait de ce que c'est, qui s'approprient l'outil et qui arrivent à le mettre en place en amont. Ensuite, il faut pouvoir construire des essais cliniques qui sont adaptés en fonction des compromis qui ont pu être faits pour obtenir une approche la plus pragmatique possible. Et enfin, il y a quand même un enjeu sur le reporting, parce qu'il y a des interventions notamment qui sont vraiment très mal rapportées, surtout en thérapie manuelle, où au final on ne sait pas trop ce que les gens ont fait. Et en fait, que l'essai soit pragmatique ou pas, si l'intervention elle a fonctionné mais qu'on ne sait pas quelle intervention a été évaluée, on n'apprend pas grand-chose. C'est un petit peu dommage et il y a des outils qui existent pour ça. Sur les interventions, on remarque aussi, notamment en thérapie manuelle, qu'il y a un langage qui est assez disparate. Pour une même technique ou un même type de technique, il y a du vocabulaire, une terminologie qui varie énormément d'une équipe de recherche à l'autre. C'est assez dommage et c'est compliqué du coup de se rendre compte de ce qui se passe. Il faut vraiment un vocabulaire commun pour que les gens parlent le même langage, se mettent d'accord. Quand on fait une manipulation, on se met d'accord sur comment est-ce qu'on la décrit. Quand on travaille sur je ne sais quelle autre structure du corps, il faut se mettre d'accord aussi sur comment est-ce qu'on la verbalise. Et du coup, pour ça, il faudrait développer une terminologie de référence. C'est quelque chose qui, il me semble, est en cours et qui dépasse un petit peu ce cadre-là. Mais il y a une volonté quand même, notamment en thérapie manuelle, de développer un vocabulaire commun. Mais il me semble que ce travail n'est pas du tout terminé. Pour aller un petit peu plus loin, alors il se trouve que par le hasard des choses, il y a une ostéopathe espagnole qui faisait son travail de thèse sur la même thématique en parallèle de moi, qui a fait ça bien mieux que moi également. Et c'est donc en cours de publication actuellement, mais l'étude est en préprint si jamais vous voulez aller la lire. Elle se focalise uniquement sur les thérapies manuelles. J'ai pas mis le graphe ici, mais ça va, on est quand même plutôt raccord au niveau des ordres de grandeur et des scores qui ont été obtenus. C'est quand même à peu près la même chose, donc on n'est pas complètement à côté de la plaque l'un et l'autre. Et d'une manière un petit peu plus générale, ça c'est plus de mon côté, donc j'ai eu l'occasion de débuter une thèse là en ce 1er octobre, c'est tout frais, et l'idée c'est aussi d'approfondir la méthodologie, notamment en médecine manuelle, puisqu'il y a quand même beaucoup d'autres choses à faire. Une approche pragmatique ne résout pas tout, c'est une façon d'aborder les choses, mais voilà. Je vous remercie pour votre attention. Si jamais vous voulez les références complètes, elles sont ici. Et si vous voulez le manuscrit, du coup, il est disponible en ligne, il faut juste le demander. Et puis sinon, il y a le poster, si vous voulez, notamment la roue en un petit peu plus grand. Il est disponible là-bas. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous parliez tout à l'heure de différentes terminologies en fonction des pratiques. Ouais. C'est quelle profession qui naît ostéo? Et après, c'est quelles équipes ou quelles écoles dans ces cas-là? Alors le détail de qui dit quoi, ça là je ne l'ai pas. Ce qui ressort, donc c'est plutôt orienté thérapie manuelle. En psychothérapie, les choses sont un peu plus, je ne sais pas si c'est le bon terme, manualisé. Enfin il y a des manuels de pratique en tout cas et le vocabulaire est un petit peu plus clair, bien que ça dépende un peu des tendances qu'il peut y avoir chez
chez les psychologues. Mais en thérapie manuelle, déjà entre par exemple ostéopathe, chiropracteur, le vocabulaire est assez différent, alors que la mise en pratique est quand même assez proche. Mais au sein même des ostéopathes au niveau mondial, il y a des façons assez différentes d'aborder. Alors, manipulation, par exemple, c'est un terme, en général, les gens se représentent à peu près toutes et tous un petit peu la même chose derrière tout ça. Mais l'intervention en elle-même, il y a plusieurs façons de manipuler à peu près la même zone du corps. Et ça, c'est pas forcément toujours très bien décrit. Et quand on va dans des interventions qui sont un peu plus subtiles, des choses qui s'intéressent à des mouvements un peu plus fins ou des choses comme ça, comme il y a des gens qui ont développé des approches et qui ont donné leur nom dessus, il y a d'autres gens qui ont pris à peu près ces mêmes approches mais qui ont donné un nom un petit peu moins commun, un nom un peu moins propre, un nom plutôt commun justement. Et des fois il y a plusieurs abréviations pour à peu près la même chose, parce que justement il y a un nom propre par-ci, un nom commun par-là, un autre nom commun par-ici. Donc il faut pouvoir aussi raccrocher un peu les wagons et se rendre compte qu'il y a 3 personnes qui ont fait à peu près la même chose alors qu'elles le présentent différemment. Donc c'est compliqué, mais c'est comme ça. Il y a une autre chose sur la terminologie, alors je ne l'ai pas forcément abordé là dans la présentation, mais au sein même de la présentation en tant qu'essai pragmatique, le mot pragmatique c'est celui qui fait référence, mais il y a d'autres façons de parler d'un essai pragmatique. Et justement la thèse de Sonia Roura qui était sur les thérapies manuelles, elle s'est ouverte aussi à d'autres terminologies, des essais naturalistiques ou des choses comme ça, qui au final sont aussi des essais pragmatiques mais qui ont été étiquetés un petit peu différemment. Et de ce côté-là aussi, au niveau de la terminologie, il faudrait que les gens se mettent un petit peu plus d'accord sur comment bien identifier un essai pragmatique, parce que c'est dommage si on veut faire une revue sur des essais pragmatiques et qu'on en rate la moitié parce qu'ils ne sont pas identifiés comme tels, c'est un peu compliqué, quoi. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Moi j'avais une question. Vous, dans les possibilités d'amélioration pour le pragmatisme des essais, vous conseillez du coup de se concentrer plutôt sur les motifs de consultation principaux, ce qui paraît complètement logique. Néanmoins, est-ce que c'est pas aussi un frein à la bonne réalisation, parce que on sait que la plupart de ces motifs de consultation, ils sont multifactoriels, et en plus on a beaucoup d'outils d'évaluation à disposition. Et du coup, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ce paradoxe-là ? Je ne suis pas sûr de trop voir le paradoxe. C'est, oui, effectivement, une recommandation pour le pragmatisme, mais en même temps, c'est un frein quelque part à la bonne réalisation d'un essai pragmatique. C'est que, du coup, au stade en plus où on est la recherche sur les thérapies manuelles, on se retrouve, si on veut faire un essai correct sur un grand motif de consultation, à devoir investiguer de manière vraiment approfondie la population et avec des calculs statistiques qui deviennent importants. Or, si on veut partir petit pour arriver à grand, ça peut être compliqué de le faire correctement. Okay, donc est-ce que vous avez des conseils par rapport à ça ? En fait, l'idée derrière cette recommandation, c'est que si on peut très bien évaluer, je sais pas, peu importe l'efficacité de l'ostéopathie sur les rhinites allergiques à je ne sais quoi, mais en fait, quand bien même l'intervention serait très bien étudiée, s'il y a une personne sur 10 000 qui vient consulter dans l'année, c'est un peu dommage, alors qu'à côté de ça, il y a 6 000 personnes sur les 10 000 qui viennent consulter pour une lombalgie. Et donc, au final, c'est pas parce que le motif est plus prévalent qu'on va forcément avoir besoin de plus de gens dans l'essai clinique en lui-même. Mais en l'occurrence, en fait, l'idée, c'est de commencer par ce qui va toucher le plus grand nombre de patients et de patientes qui vont être impactés par la thérapeutique. Donc, si on commence par les motifs qui représentent 1, 2, 3% de la population de patientes et de patients qui consultent en ostéopathie ou en chiropraxie, on va avancer extrêmement lentement, alors que c'est pas du tout... je suis désolé. Dans le sens, si je reformule un petit peu, n'hésitez pas à me dire, s'il y a trop de facteurs qui rentrent en compte sur le motif de consultation qui est évalué, au final, de faire une intervention un petit peu seule, ça ne va pas faire ressortir l'effet... c'est ça ? Ok, d'accord. Alors il y a d'autres façons de faire ça. Alors on sort un petit peu du cadre ici. Je pense que si on zoome un petit peu dessus, le fait d'évaluer l'impact seul de l'intervention n'est pas forcément dénué complètement d'intérêt non plus. Mais effectivement, il y a cette limite-là. Et on peut imaginer d'autres types d'essais, par exemple des essais en cluster ou des choses comme ça, pour pouvoir évaluer aussi l'effet d'une combinaison
de thérapeutique sur la prise en charge d'un motif. On peut aller à d'autres échelles aussi que l'échelle de l'intervention. Je ne vais pas forcément trop rentrer dans les détails de tout ça, c'est assez différent. Mais en fait, on peut aussi faire des essais pragmatiques qui dézooment de juste une intervention, par exemple, en thérapie manuelle, et qui va avoir plutôt des interventions un peu multimodales. Mais là, on va dans des choses qui sont un peu plus complexes à aborder, mais qui peuvent quand même être mises en place. Par contre, en termes de méthodo, c'est quand même beaucoup plus complexe. Mais par contre, pour l'intérêt qu'on en ressort après, en termes d'information, en termes de prise de décision, je pense qu'il n'y en aura pas tous les jours non plus, des essais comme ça, mais si jamais c'était possible d'en faire un, derrière, si la méthodo, elle suit et que ça se développe plutôt bien, on apprend énormément de choses, et sur tout un tas d'interventions à la fois aussi. Parce que ça se trouve, il y a des interventions qui sont incluses dans un parcours clinique qui en fait ne sont pas franchement très intéressantes et on peut s'en rendre compte à ce niveau-là. Peut-être qu'il y en a qui ressortent, peut-être que pour certains profils de patients ou de patients, il y a certaines interventions qui sont plus adaptées que d'autres. On dézoome un petit peu, mais ok, bon, bah, je comprends mieux la remarque, merci. Mais oui, effectivement, c'est une limite, comment dire, je pense, la mettre un petit peu de côté pour une certaine vision des choses, ça peut être intéressant, mais la garder en tête pour se dire que s'il y a des stops un petit peu au bout d'un moment, ça peut être intéressant aussi d'aller un petit peu plus loin justement pour essayer de passer des barrières si elles sont suffisamment étayées par ce qui a pu être fait en recherche jusque-là. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Merci, merci Mathis. Merci à vous toutes et à vous tous.